France 24, LCP, Public Sénat présente. Bienvenue pour cette émission de fin de saison où nous sommes installés dans les studios de Public Sénat. Alors nous vous proposons une opération vérité sur les grands textes adoptés et les positionnements politiques à méditer pendant le break d'été. L'année 2026 a été particulièrement chargée en grands textes législatifs, près de 300 votés et ça n'est pas fini. Phénomène nouveau, les majorités sont fluctuantes au Parlement de Strasbourg en fonction des sujets. Avant une élection présidentielle française en 2027 où il sera beaucoup question, comme à l'accoutumée, d'Europe, eh bien on veut savoir qui vote quoi. Oui, c'est la question à laquelle on va tenter de répondre avec nos invités sur les grands sujets du moment. Le soutien à l'Ukraine, la guerre au Proche-Orient, la lutte contre le changement climatique ou l'immigration. Sur ces points, la traditionnelle majorité au centre, allant du Parti populaire européen aux sociaux-démocrates en passant par Renew, est parfois concurrencée par une alliance droite extrême droite. Vous l'avez constaté, Michel Derdevet, bonjour. Bonjour. Président du think tank Confrontation Europe, constaté avec un nouvel outil, le site Eurovote, un outil qui recense les votes de tous les députés européens. Vous présidez aussi la Maison de l'Europe à Paris. Et puis pour l'effort de pédagogie, avec nous aussi Christophe Préau. Bonjour, directeur du site d'information Toute l'Europe consacré à l'actualité européenne, avec de nombreux graphiques et des cartes, on en verra quelques-uns. Et puis vous publiez aussi le mensuel L'Europe, le dernier numéro en kiosque, est consacré aux ingérences étrangères. Alors l'année européenne a été très marquée par des questions évidemment de politique étrangère, avec une guerre à nos portes en Ukraine. On a beaucoup insisté sur le veto d'un certain Viktor Orban en Hongrie, empêchant un consensus européen. Mais si on regarde ce qui se passe au niveau des partis au Parlement européen, tous les partis, hors les extrêmes, ont voté les prêts à l'Ukraine. On va regarder ce graphique, mais on perçoit quand même beaucoup de réticence à l'extrême droite, massivement contre, Jordan Bardella l'a compris, et une gauche radicale très partagée, moitié-moitié, Manon Aubry qui s'abstient par exemple. Vous avez tout à fait raison, Caroline. Effectivement, c'est un des textes révélateurs du débat et des différences de fond, parfois des positions différentes au sein des différents groupes politiques. Le vote a été acquis favorable à un soutien financier à l'Ukraine par 473 voix pour et 140 contre. Mais dans les 140 contre, quand on regarde, on a par exemple le groupe des Patriotes pour l'Europe et les Français dans ce groupe qui votent contre très clairement, de même que le groupe ESN, qui est un groupe d'extrême droite. Et puis la gauche, vous l'évoquiez Caroline, elle est très divisée. Et le groupe La Gauche, il vote pour par 17 voix, contre par 21. Et le groupe Les Français du groupe La Gauche, dont Manon Aubry que vous évoquiez, La Gauche, c'est le groupe de gauche radicale. C'est le groupe de gauche radicale, bien sûr à distinguer du groupe socialiste et démocrate, qui est le groupe central que Thibault évoquait tout à l'heure. Alors ce conflit ukrainien, Christophe Préau, a donné un coup d'accélérateur au sursaut des Européens pour une défense autonome. Le sujet a alimenté de nombreux conseils européens ces derniers mois, mais on constate encore des disparités, on va le voir sur cette carte, entre les ex-pays communistes, notamment voisins de l'Ukraine, très en soutien, notamment la Pologne, et d'autres plus en retrait, notamment au sud, comme on le voit sur cette carte de toute l'Europe. Ça a été malgré tout l'année d'une accélération, d'un soutien suffisant à l'Ukraine. C'était l'année d'une accélération du soutien à l'Ukraine et aussi du renfort des dépenses de chaque État au sein de sa défense et des équipements militaires. Le pourcentage du PIB dédié aux dépenses de défense, tel que le souhaitent les Américains pour les États membres dans l'OTAN, il est aujourd'hui tous au-delà des 2%, ce qui n'était pas le cas. Même les Espagnols, les Portugais, ce n'était pas le cas auparavant, avec un pays leader en pourcentage de PIB, c'est-à-dire la Pologne qui a 4,3%. En sachant que 4,3% du PIB de la Pologne, en valeur absolue, c'est moins que les 2,x% de la France, par exemple. Mais c'est vrai que le soutien à l'Ukraine a été renforcé avec cette prise de conscience que l'Union européenne doit aussi aujourd'hui assumer ses capacités de défense avec l'OTAN, à côté de l'OTAN, en contrepoint de l'OTAN et avec un pays leader aujourd'hui qui est la France, puisque c'est le seul pays du Conseil de sécurité de l'ONU appartenant à l'Union européenne qui a l'arme nucléaire aujourd'hui.
Alors l'autre guerre, c'est la guerre au Proche-Orient. Et là, les Européens ont été pris de court, bien sûr partagés entre des pays de l'Union européenne qui reconnaissent l'État de Palestine, on va le voir sur cette carte, et ceux qui ne la reconnaissent pas. Et pendant ce temps, j'ai envie de dire, au Parlement européen, eh bien, toute la gauche jusqu'à Renew a voté pour une résolution de soutien à Gaza. Mais à droite, c'est une autre histoire. Le Parti populaire européen, le grand parti donc, qui est centriste, est très divisé. Les Allemands votant contre en majorité. Et l'extrême droite est contre aussi ou s'abstient. On revient au point que vous évoquiez tout à fait en début d'émission, c'est-à-dire cette porosité entre le groupe du PPE et les 3 groupes d'extrême droite et les 56 députés allemands du PPE qui ont voté contre cette résolution de soutien à Gaza. Ça a été un peu à l'étonnement d'un certain nombre de parlementaires plus anciens qui étaient habitués à ce que sur des sujets de politique extérieure de ce type, il y ait un PPE en soutien à une position qui était une position qui n'était pas... Là, c'est un clivage gauche-droite au Parlement européen qui s'affirme et qui n'était pas traditionnel. Qui se reconstitue donc avec effectivement le groupe Renew qui est au milieu et qui majoritairement rejoint la position qui était la position des groupes de gauche. Il y a aussi des clivages nationaux qui jouent, par exemple, pour le vote des Allemands. C'est aussi une position qui est singulière, qui est celle de l'Allemagne. Exactement. Ça se mélange. Exactement. On l'a vu aussi, cette majorité alternative, telle qu'elle a été appelée par certains, sur des sujets économiques et de société, Christophe Pré, on l'a constaté, entre droite donc, et extrême droite, notamment sur ce qu'on appelait les directives omnibus. L'une d'elles, qui revient sur le devoir de vigilance des entreprises, a été votée le 16 décembre 2025, remportée, on le voit, grâce au vote de toutes les droites de l'hémicycle, 428 pour, 218 contre. Toute la gauche était contre, de la gauche social-démocrate au vert. Le Renew, le PPE et toute l'extrême droite a voté pour. C'est cette alliance qui ne dit pas son nom pour détricoter une part de l'héritage du changement contre le changement climatique initié par le Pacte vert qu'on a vu à l'œuvre cette année. Alors, je ne sais pas si elle ne dit pas son nom, mais en tout cas, elle avance à visage découvert. Le vote, en fait, il est lié à une simplification et allègement des charges administratives pour les entreprises qui, on ne détricote pas, je pense, c'est un petit peu fort comme terme, mais c'est fait effectivement pour faire en sorte que... Il y a eu plusieurs votes qui, au fur et à mesure, ont pu donner cette impression. Mais en exactement, pour faire en sorte que les entreprises, on leur allège leurs charges administratives dans le reporting, notamment dans leurs conditions de transition énergétique ou de conditions aussi sociales. Donc on allège cette charge-là. C'est un sujet extrêmement important et aussi parce qu'il est un petit peu instrumentalisé par la droite et l'extrême droite qui se met un peu en porte-étendard de l'accompagnement des entreprises, la compétitivité, c'est alléger les charges d'entreprise. On est d'accord, mais comme si la gauche ou les autres partis ne se préoccupaient pas des entreprises. Et donc, voilà aujourd'hui le sujet. Et puis aussi, c'est un sujet qui oppose, et c'est là le débat aussi, d'un côté... la compétitivité et les emplois face à la transition environnementale. Donc si vous mettez les deux en opposition, il est clair que la capacité à être compétitif gagne plus de terrain dans le grand public que la capacité à faire la transition environnementale. Et c'est des conditions très électoralistes sur lesquelles Ursula von der Leyen a aussi un peu tourné Kazakh. Il faut quand même se souvenir que c'est elle l'instigatrice du Pacte vert et qu'aujourd'hui, sur l'autel de la compétitivité, c'est vrai qu'on sacrifie un petit peu certaines règles de transition environnementale. Oui, parce qu'il ne fait pas très chaud dans ce studio, mais alors il fait très chaud dehors quand même. Un petit peu encore. Et là, on a l'impression que dans les textes législatifs, c'est plutôt un détricotage du Pacte vert Mais ça renvoie surtout, par rapport à ce que Christophe Pré évoquait, à l'accord de Turnberry quasiment il y a un an, où la présidente de la Commission dit on va acheter pour 750 milliards d'énergie fossile aux États-Unis pour contrecarrer la dépendance russe. Et c'est vrai qu'avec le recul, à un an de distance, on voit bien que peut-être que les rails qui avaient été tracés dans le Green Deal, dans le Pacte vert, auraient pu être conservés plutôt que ces propos et cet engagement, certes, non-binding, pas obligatoire. Oui, les rails, c'est ce qu'on voit derrière vous, c'est le renouvelable. Exactement, c'est le renouvelable et c'est un axe qui fait la force de l'Union européenne dans la compétition mondiale. Elle aurait pu rester sur cette voie-là. Alors, un des grands sujets qui ont traversé cette année politique en Europe, c'est l'immigration. Les Européens font un constat commun d'une difficulté à réguler les entrées et à expulser les migrants en situation irrégulière. On voit d'ailleurs sur ce comparatif de toute l'Europe que la France est notamment en défaut sur cette question. Cela a suscité une réponse forte de certains pays de l'Union européenne menée par l'Italie, l'Autriche et plus surprenant le Danemark social-démocrate qui ont poussé
pour un durcissement, notamment à travers la directive retour. Et là aussi, un vote a marqué cette année sur le sujet. C'était au mois de mars dernier, Michel Derdevey, le PPE, là encore, a changé de majorité en bénéficiant des voix de la droite radicale pour faire adopter ce texte qui prévoit de renvoyer des migrants dans des centres hors de l'Union européenne, dans des pays sans lien parfois avec eux. La France avait pris position contre cette mesure. C'est un vote très symbolique de cette alliance des droites sur cette thématique cette année. Oui, et c'est un sujet qui n'est pas sorti de l'actualité au mois de mars, puisqu'il y a cette semaine encore, on voit que le commissaire Brunner a été interpellé par le Parlement européen sur le fait qu'il a reçu une délégation de responsables afghans à Bruxelles pour voir comment le hub migratoire pourrait fonctionner pour renvoyer des Afghans qui seraient en situation irrégulière sur le territoire européen. Oui, c'est un sujet clivant, c'est un sujet qui même a clivé dans les grands groupes politiques. Vous avez des groupes importants comme le groupe Renew. Les Français du groupe Renaissance, ils ont hésité entre trois positions. Certains ont voté pour la création de ces hubs migratoires, d'autres contre, d'autres sont abstenus. Donc on voit bien que le débat, il n'est pas uniquement entre les socialistes danois, qui certes ont été très minoritaires dans le groupe socialiste, mais tous les groupes sont impactés. Mais là aussi, le fait dominant et majeur, c'est le glissement du PPE vers les trois groupes de ce que vous qualifiez de la droite radicale. Alors, vous avez avec Eurovote, Michel Derdevey, confrontation, donc on le rappelle, un agrégateur de présence au Parlement européen et de vote, sachant que les chefs de file de délégation, on va les voir, ils sont censés être très très souvent là. Mais on regarde quand même leur agrégateur de présence au vote. Manon Aubry, qui tient finalement la première place, 90,5%. Valérie Ayé, 89,8%, donc pour le groupe Renew. Pour ce qui est du groupe donc de François-Xavier Bellamy, effectivement, le Parti populaire européen, 84,3%. Raphaël Glucksmann, qu'on évidemment associe aux socialistes et démocrates, 83,1%. Et Jordan Bardella, dernier en tout cas des chefs de file, avec 77,8% de présence au vote. On a beaucoup dit d'ailleurs, Christophe Préau, que Jordan Bardella était aux abonnés absents au Parlement européen, s'intéressant uniquement à son destin national. Est-ce qu'il s'est un peu rattrapé cette mandature ? Son positionnement n'est pas le même dans cette mandature aussi que dans la précédente. Ça, c'est clair. D'abord, il travaille dans des commissions différentes. C'était la commission des pétitions dans la précédente mandature, une commission certes noble, parce qu'elle se préoccupe surtout des pétitions des citoyens, mais qui a moins d'action et moins de travail que dans celle où il est aujourd'hui, et plus importante, qui est celle des affaires étrangères. Il y a un positionnement, c'est sûr, de l'extrême droite et du Rassemblement national, de légitimité nationale et aussi de légitimité européenne. Donc, effectivement, ils sont présents. Ils travaillent. Le moins possible ? Pardon ? Le moins possible, c'est ça ? Non, ils sont présents. Ils donnent l'impression de travailler. En tout cas, je ne me permets pas de porter de jugement. Et donc, on a aussi cette ambition. Jordan Bardella porte une ambition présidentielle, au moins en France. Il porte aussi cette présence-là au sein du Parlement européen et de légitimité et de légitimation, si je puis dire, aussi des extrêmes droites au sein du parti du Parce Parlement. qu'il est le chef de file des Patriotes pour l'Europe. Il est quand même le président du groupe Patriotes pour l'Europe, qui est le troisième groupe parlementaire au sein du Parlement européen. C'est 85 eurodéputés de 13 nations différentes, donc ça pose aussi un petit peu la responsabilité. Et donc il est forcément présent et il participe aussi à des réunions de la conférence des présidents, comme Valérie Ayé, qui est présidente du groupe Renew, comme Manon Aubry, qui est coprésidente du groupe de la gauche. Son statut de président de groupe l'oblige aussi à une certaine présence. Et puis on donne les consignes de vote. Expliquez-nous en deux mots. Oui. Il y a quand même des consignes. On doit voter pour ou voter contre. On donne les consignes de vote quand on est installé au premier rang sur les votes au moment des sessions plénières. Et puis, petite précision aussi, les émoluments de chaque eurodéputé sont liés aussi à la présence. Ça, il faut aussi le savoir. Ça peut jouer. D'ailleurs, Michel Derdevey, votre site recense la présence en deuxième indicateur des eurodéputés en ouverture de séance. Ça donne des chiffres très élevés, souvent 90%.
Ça, ce sont des députés bosseurs ou bien est-ce que certains s'éclipsent très vite après avoir émargé? Le deuxième scénario que vous évoquez peut effectivement se réaliser. Mais ce qui est important à travers le site Eurovote aussi, c'est un complément de ce que Christophe évoquait, c'est de voir le nombre de rapports que les parlementaires réalisent ou prennent en charge. C'est-à-dire être présent à un vote, arriver à Bruxelles ou Strasbourg et signer une feuille de présence, ça ne veut pas dire être actif au Parlement européen. On est reconnu au Parlement européen par ses pairs quand on prend des rapports, quand on s'investit, quand on travaille avec les collègues qui sont des shadow rapporteurs, qui sont des rapporteurs officieux pour les autres groupes politiques. Et c'est toute cette maïeutique du Parlement européen qui est passionnante et que Eurovote nous permet de mieux cerner parce qu'on va regarder groupe par groupe, député par député, commission par commission, qui fait quoi. Et vous savez, le Parlement européen, c'est vraiment une maison de verre. Et par cet outil qui sera à usage des journalistes, mais pas que, on espère favoriser le fait d'une meilleure compréhension de ce qui se passe dans cette enceinte. Alors on termine très vite sur une carte de toute l'Europe, des pays d'Europe dirigés par l'extrême droite qui grossit d'année en année. Tous ces pays qui n'ont plus de cordon sanitaire d'ailleurs entre la droite et l'extrême droite, et l'Union européenne qui en même temps donne quelques signes d'impuissance. Est-ce que ça nous dit quoi sur le vote en France en 2027, très rapidement, l'un et l'autre ? Ça nous dit ce qui se passe dans les autres pays européens, c'est-à-dire qu'effectivement, à chaque élection, cette carte-là, elle ne reflète pas non plus la montée en puissance de ces partis dits populistes et extrêmes, de gauche ou de droite d'ailleurs, à chaque élection, que ce soit par exemple au Portugal dernièrement, le parti Chega, qui a poussé la présidentielle à un deuxième tour alors que ce n'était pas arrivé depuis 40 ans. Chaque élection, il y a toujours une place plus importante et qui trouve forcément une explication dans les non-réponses des partis traditionnels, aussi dans la situation dans laquelle vit aujourd'hui l'Union européenne et dont les politiques doivent impérativement se préoccuper. En tout cas, ce qu'il faut, je crois, pour tous nos téléspectateurs, il faut être vigilant à l'aune de mai 2027 sur le fait qu'on ne peut pas avoir un double discours entre ce qu'on fait et ce qu'on vote à Bruxelles ou Strasbourg et ce qu'on va dire aux électeurs français. Et un outil comme Eurovote, ça vise à ce qu'on puisse éventuellement fast-checker, vérifier la cohérence du raisonnement et de l'action politique de tel ou tel leader entre son action européenne et son action nationale. On reviendra justement sur ces questions de double vote et de double discours, très intéressantes. Merci à vous d'avoir bien illustré ce débat. Merci à tous. Merci. Et bonne suite de programme sur nos chaînes et bonnes vacances.